elle est lancée. Voilà. Ok, donc on va maintenant parler des médicaments en urgence cardiaque pédiatrique. C'est très court, 10 minutes. Donc j'ai voulu tout faire et en fait, en révisant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire toutes les urgences. Donc j'ai fait un choix, j'ai décidé de parler de la prostaglandine, puisque c'est quand même un des médicaments les plus urgents en néonatologie, et des antiarythmiques, puisque c'est parfois un peu difficile, et puis on nous sollicite souvent pour savoir comment traiter les tachycardies supraventriculaires aiguës. Donc on va s'en tenir à ces deux sujets. Donc la prostaglandine, vous la connaissez tous, c'est une molécule qui est très importante en cardiologie congénitale néonatale. Elle est utilisée en fait dans les cardiopathies pour lesquelles le maintien de la perméabilité du canal artériel est indispensable, soit pour la circulation pulmonaire, comme par exemple une atrésie pulmonaire à septum ouvert ou intact, soit pour la circulation systémique, comme les hypo-VG, une sténose aortique sévère ou une coarctation. Alors, ce médicament n'est pas disponible au Maroc, on s'en procure sous le manteau. Il faut vraiment que ça change, parce que c'est vraiment un médicament qu'on utilise quotidiennement dans les cardiopathies cyanogènes à la naissance, mais il faut vraiment savoir l'utiliser. Alors, c'est un médicament qu'on ne prescrit qu'en unité de soins intensifs ou de réanimation. Il faut toujours poser 2 voies veineuses périphériques. Pourquoi pas pour le mettre en 2 fois, mais surtout pour avoir une voie veineuse de secours, parce qu'il y a certaines cardiopathies qui sont vraiment ductodépendantes. Il y en a certaines qui, si le canal artériel commence à avoir une restriction, on a le temps de réagir, et certaines cardiopathies, quand il y a une atrésie, la prostaglandine est vraiment indispensable, donc il faut avoir une voie de secours, donc il faut toujours poser 2 voies veineuses périphériques. Si on n'arrive pas à poser ces 2 voies chez un enfant qui est mal en point, on peut poser un coaté central, mais il faut éviter au maximum de mettre la prostine sur les cathéters centraux pour plusieurs raisons. Un, pour éviter l'épuisement du capital veineux chez ces patients qui vont sûrement être opérés du cœur, donc on essaie de préserver leur capital veineux. Et puis en plus, parce que sur les cathéters centraux, souvent on a envie de mettre plusieurs voies, alors que la prostaglandine doit être utilisée seule dans la voie veineuse. Il ne faut absolument pas faire de purge, il ne faut pas mettre d'autres médicaments, parce qu'on peut faire des bolus, et les bolus peuvent avoir des complications. Alors le principal message pour les prostaglandines, c'est qu'il faut absolument mettre la dose la plus faible possible. C'est un médicament qui a plein de complications. Alors dans le Vidal, la dose, elle est de 0,1 gamma kilominute pour réouvrir le canal artériel, et ensuite 0,025 à 0,05 gamma kilominute. Ça, c'est les doses du Vidal, et je trouve que c'est des doses qui sont extrêmement élevées. Dans la pratique quotidienne, on n'est pas obligé de mettre des doses aussi élevées. De façon empirique, on se rend compte que pour réouvrir un canal artériel, on a besoin de seulement 0,01 gamma kilominute, et très 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 rapidement, il faut baisser cette dose. C'est-à-dire que c'est pas dose dépendant. Dès qu'on ouvre le canal artériel, il est ouvert, on peut baisser tout de suite à la dose minimale possible. C'est pas parce qu'on va baisser que le canal va se refermer. On a une réponse, c'est on-off. Une fois qu'il est ouvert, on met la dose la plus petite possible pour maintenir le canal artériel. Alors en gros, je vous ai mis ça, c'est un tableau que j'utilise régulièrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde le même débit à 3 millilitres/heure. On met 72, on dilue un tiers, un quart, un demi, un 16e d'ampoule dans 72 millilitres. On garde le même débit, et ensuite on change les fractions en fonction de l'évolution de la clinique. Les complications de la prostine, la principale complication que les néonates connaissent bien, c'est l'apnée par dépression respiratoire. Les facteurs de risque, c'est la prématurité et le faible poids. Donc c'est pour ça qu'il faut baisser la dose, parce que les apnées sont très fréquentes. Il faut limiter la durée du traitement aussi. Parfois, il y a des cardiopathies qui n'ont pas forcément besoin. Donc une fois que le cardiopédiatre a réévalué la cardiopathie, il faut se poser la question de savoir s'il faut maintenir les prostaglandines ou pas. Par exemple, il y a certaines cardiopathies comme l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. On sait que dans 75%, le canal il reste ouvert spontanément. Donc en fait, il faut arrêter la prostine et essayer voir s'il va rester ouvert spontanément. S'il se referme, on peut la remettre. Il faut, si jamais le patient fait beaucoup d'apnée, lui donner de la caféine injectable, et éventuellement, on peut même aller jusqu'à la ventilation mécanique, la ventilation non invasive et la ventilation mécanique. Si ce médicament doit être utilisé en transport, ce qui est très fréquent, puisque ce sont souvent des patients qui naissent dans des maternités non adaptées et qui doivent être transférés secondairement, il faut absolument s'assurer que dans le transport, la ventilation est possible. Les autres complications de la prostine qui sont très fréquentes, c'est la douleur et l'irritabilité et les œdèmes qui sont très douloureux chez ces patients. Ils ont une hyperesthésie cutanée qui fait qu'on doit absolument, et ça c'est très rarement fait, prescrire des antalgiques systématiques de palier 1, donc du paracétamol toutes les 6 heures pour ces patients, et réévaluer avec des grilles de douleur pour éventuellement passer à des paliers supérieurs. Ça peut provoquer aussi des fièvres, des hyperleucocytoses, des infections.
En cas de vomissement, il faut penser à cette complication qui est rare, qui est l'hyperplasie antrale, qui est régressive après l'arrêt du traitement. Et ensuite, il y a des complications beaucoup plus rares, comme des pathologies rénales ou des anomalies osseuses qui sont aussi régressives après l'arrêt du traitement. Est-ce que je peux alimenter le patient? Ça, c'est une question qui revient souvent. Quand on met de la prostaglandine, est-ce qu'on peut alimenter le patient? Parce qu'on pense au risque d'entérocolite. L'entérocolite, elle est due à un mécanisme de vol diastolique. Comme on laisse le canal ouvert, en fait, on a un vol diastolique qui va créer une ischémie mésentérique et donc favoriser l'entérocolite. Donc, on sait que chez les patients qui sont traités par prostaglandine, il y a un risque augmenté d'entérocolite. Par contre, il n'a pas été prouvé que l'alimentation est un facteur surajouté d'entérocolite chez ces patients. Donc, on peut les alimenter doucement, une fois qu'ils sont bien sûr stables sur le plan hémodynamique, et évidemment surveiller les résidus, la palpation de l'abdomen, etc. Donc, en résumé, pour la prostine, c'est un traitement qui est non systématique. Il faut bien sûr le débuter en urgence chez des patients à risque de cardiopathie, mais il faut tout le temps réévaluer. Une fois qu'on a réouvert le canal, baisser drastiquement la dose pour avoir une dose la plus faible possible, réévaluer constamment avec le cardiologue, protéger le capital veineux de ces patients qui vont être opérés, les antalgiques de façon systématique avec une évaluation constante de la douleur et ne pas oublier éventuellement de traiter les apnées par caféine. J'avance, c'est très court. Alors, les antiarythmiques dans les tachycardies supraventriculaires, pourquoi j'en parle? Parce que la striadine, c'est un médicament qui est très efficace pour réduire une tachycardie supraventriculaire. Il n'est pas disponible au Maroc. Donc, souvent, on me pose la question, j'ai un enfant qui est en TSV à 200 par minute, qu'est-ce que je fais? Donc, en gros, il y a deux solutions. Soit la TSV est mal tolérée, et dans ce cas-là, la seule solution, c'est de lui faire un choc électrique externe à 1 à 2 joules kilo. Il n'y a pas à réfléchir, on ne va pas lui donner un traitement Péros qui va mettre du temps à faire effet. Et le traitement Péros, ça sera juste le traitement d'entretien de prévention des récidives. Par contre, si on a une TSV qui est bien tolérée, un enfant qui circule bien, qui n'est pas du tout en détresse, on n'est pas obligé de le choquer. Là, on peut utiliser des médicaments antiarythmiques Péros pour essayer de réduire la tachycardie. On commence en général par la cordarone et en fonction de la réponse, on peut ajouter de l'avlocardil, plus ou moins de la digoxine. Donc la cordarone, c'est un médicament qui est très décrié, mais qui est très efficace dans les TSV de l'enfant. Malheureusement, il n'y a pas de sirop de cordarone, donc on utilise les comprimés. C'est un médicament qu'on donne Péros. On ne donne jamais de cordarone IV pour plusieurs raisons. C'est un médicament qui est dépresseur myocardique et qui allonge la conduction intracardiaque et qui peut provoquer des arrêts cardiaques brutaux chez les enfants. Ça a été déjà décrit. Donc, on le donne uniquement Péros. La dose, puisqu'il n'y a pas de dilution pédiatrique, il n'y a pas de sirop pédiatrique, on va faire des dilutions du comprimé de 200 mg. Donc en général, on donne une dose de charge de 500 mg par mètre carré pendant 5 jours pour essayer de réduire la tachycardie. Puis ensuite, on passe à une dose d'entretien de 250 mg par mètre carré. Donc en gros, on calcule la surface corporelle de l'enfant. Un enfant de 5 kg, par exemple, il a une surface de 0,28. Donc 500 mg mètre carré, c'est 150 mg. On demande aux parents de faire une dilution. Donc c'est un peu parfois difficile, mais on n'a pas trop le choix. Donc on prend le comprimé de 200, on le dilue par exemple dans 2 ml, et pour avoir 140, on donne 1,4 ml. Voilà, la surveillance. Pendant la prise du traitement, il faut absolument être hospitalisé. Il y a un risque d'allongement du QT, comme vous voyez dans cette ECG. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, l'espace QT qui est très allongé. Alors l'allongement du QT, tant qu'il est inférieur à 500 millisecondes, il ne faut pas s'inquiéter. Au-delà de 500 millisecondes, il faut réduire la dose. S'il est inférieur à 500 millisecondes, c'est juste un signe d'imprégnation, ce n'est pas forcément une toxicité. Il faut toujours vérifier la kaliémie parce que l'hypokaliémie peut favoriser les troubles ventriculaires qui peuvent être provoqués par la cordarone. Toujours faire un bilan thyroïdien puisqu'il y a une thyrotoxicité. À l'instauration du traitement, à 1 mois de vie et à 6 mois de vie. Il faut prévenir les parents que c'est photosensibilisant, donc protection solaire, et faire très attention aux associations médicamenteuses, surtout neuroleptiques et certains antibiotiques. Et à long terme, on a aussi un risque d'accumulation chronique dans les tissus. C'est rare, mais on peut avoir des atteintes oculaires, hépatiques, des pneumopathies interstitielles et même des atteintes cutanées sévères. Les bêta-bloquants, donc si jamais par exemple le patient n'a pas répondu à la cordarone, on peut rajouter un bêta-bloquant. Alors le plus simple d'utilisation, c'est le propranolol, l'avlocardil, qui n'existe pas non plus en solution buvable. Donc c'est pareil, c'est des comprimés à 40 ml. On peut utiliser la voie injectable en Péros et la dose elle est de 3 mg kg en 3 prises qu'il faut donner après les repas parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Il faut faire attention aux patients qui ont des dyspnées sifflantes puisque l'avlocardil peut provoquer des bronchospasmes chez ces patients. Si la tachycardie n'est pas réduite ni pas
par cordarone, ni par cordarone plus bêta-bloquant, on peut utiliser la digoxine. Alors c'est un médicament que je déteste personnellement. Il est beaucoup utilisé au Maroc pour les shunts droit-gauche, pour les insuffisants cardiaques, alors que ça a été prouvé depuis 20 ans qu'il n'a aucune efficacité. La seule indication de la digoxine, c'est éventuellement un trouble du rythme réfractaire. Et en plus, c'est le seul qui est disponible en sirop, en solution buvable. Et il faut faire attention, quand on l'utilise avec la cordarone, il faut diminuer de 50% la dose de la digoxine. La dose, elle est en fonction du poids. Donc c'est 15 gamma-kilos par jour en 2 prises chez le nouveau-né. Et c'est un médicament qui a beaucoup d'effets indésirables, notamment des troubles digestifs qui vont être le signe d'une intoxication digitalique. L'intoxication digitalique, c'est très grave, ça peut provoquer des troubles du rythme ventriculaire graves et on va le suspecter quand on a des troubles digestifs ou des troubles neurologiques. Le dosage de la digoxine, on ne le fait pas en routine parce que c'est envoyé en France et ça met 1 semaine à revenir, contrairement à quand on est en France. Donc on ne le fait pas, on le suspecte sur les troubles digestifs, les troubles neurologiques et on fait un ECG qui va nous montrer éventuellement des troubles du rythme ventriculaire en sachant que la cupule digitalique, qui est la dépression du segment ST après le QRS, n'est pas un signe de toxicité, c'est juste un signe d'imprégnation. Voilà. Merci. Oui, c'est Hassan. Non, juste pour poser une question sur quand tu as une tachycardie supraventriculaire, quand est-ce que tu arrêtes les médicaments? Alors, ça dépend de combien j'ai eu besoin de médicaments à la phase aiguë. Si j'ai eu besoin d'un seul médicament, je le maintiens pendant 1 an pour prévenir les risques de récidive, parce qu'on sait qu'il y a un risque important de récidive pendant 1 an. Et surtout, dans la première année de vie, c'est très difficile de se rendre compte d'une récidive chez un nouveau-né, parce qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes. Donc on le maintient pendant 1 an, on arrête le traitement et on fait une réévaluation 1 mois plus tard sous holter sans traitement. Si jamais j'ai eu besoin de 3 antiarythmiques pour réduire la tachycardie, on réduit progressivement, on enlève progressivement un antiarythmique, 1 à 1 les antiarythmiques pour en garder qu'un pendant 1 an. Oui. Soudreri? Non, c'est moi, désolée. Oui. Elle a encore une place? Oui, alors j'en ai pas parlé, mais effectivement, elle a une place dans les tachycardies supraventriculaires bien tolérées. On peut essayer de les réduire par manœuvre vagale. Par expérience, en fait, la manœuvre vagale, elle va surtout nous aider à faire le diagnostic, puisque quand on fait la réduction, on va pouvoir voir si c'est une tachycardie jonctionnelle, ou on peut voir éventuellement un Wolff-Parkinson-White apparaître, ou on va voir si c'est un flutteur, etc. Mais souvent, c'est rarement efficace sur le long terme. On a quand même besoin des traitements, donc on les met en place. Mais ça peut être effectivement, j'en ai pas parlé parce qu'on parlait des médicaments, mais ça peut être effectivement une solution. Oui. Oui. Alors, je répète la question. Pour les atteintes valvulaires dans les MPS, est-ce qu'elles sont réversibles dans les après enzymothérapie? Certaines, oui, peuvent être réversibles. Même la cardiomyopathie, elle peut être réversible. Et en fait, les fuites valvulaires, elles peuvent être aussi de plusieurs étiologies. Elle peut être due à l'atteinte de la valve elle-même, mais elle peut être due aussi à une cardiomyopathie dilatée qui va dilater l'anneau. Donc, parfois, elles peuvent récupérer, parfois non. Ça dépend du mécanisme. Si c'est un mécanisme tissulaire ou si c'est un mécanisme hémodynamique. Est-ce que des médicaments d'urgence qui manquent au Maroc? Il y a beaucoup de médicaments. Par Déjà, exemple, la prostine, c'est une la catastrophe. prostine? La prostine. Mais je crois qu'il y a déjà le prostine, Yann. On arrive à s'en procurer, mais Non, sauf qu'il faut difficilement. passer par... il y a un circuit normalement, passer par les cliniques. Ouais. Mais on l'a commandé la dernière fois. La striadine, je trouve que Il ça faut manque. créer un parce compte que c'est avec Sanofi, je crois, qui fait ça. Non, c'est pas Sanofi, non, l'autre ça s'appelle Pfizer. Voilà. C'est Pfizer, oui. C'est Pfizer. Donc, il faut créer un compte. Il faut créer un compte, il faut en avoir avance. un pharmacien et un médecin cardiologue qui demande. Et on l'a. Normalement, elle existe au Maroc maintenant. La striadine aussi manque. Après, tous les médicaments cardiaques en solution buvable, on ne les a pas. Le Lasix, on n'a pas en solution buvable. Parfois, on a besoin, chez un bébé de 3 kg, on doit faire des dilutions d'un comprimé de 40. Donc moi, j'utilise souvent les ampoules injectables Peros. Si les parents peuvent se les procurer de France, ils se les procurent. Et puis aussi, on n'a pas beaucoup de chorotropes. On peut en avoir, mais souvent, il est en rupture. La caféine?
La caféine aussi, le lévocimandant qui est un médicament pour l'insuffisance Myriam. cardiaque qui est pas Le disponible. Corotop, il y a un générique, non? Non, il est disponible, mais souvent, je ne sais pas pourquoi, souvent il est en rupture. Myriam, il faudrait absolument faire une petite liste et la renvoyer à Filel, président de la SMP, parce qu'il a déjà une liste qu'on a soumise au ministère. Il faut peut-être faire une relance. On n'a pas de nouvelles. Si Hassan, si tu peux nous dire un Oui, mot j'avais sur ça. participé à Et je l'écriture pense que de c'est cette très important de faire Alors, pression sur le ministère. Nous avons discuté avec un laboratoire particulier sous le couvert du directeur de la DMP, des médicaments, et nous sommes en train de travailler pour qu'on importe directement ces produits et il faudrait avoir des quantités. Ça, on n'arrive pas à avoir, C'est ça le ou des gens qui commandent globalement, ensemble. C'est ça le problème, c'est qu'il faut faire des grosses quantités de commandes et Parce les que cliniques en tout cas ne veulent pas. Le problème, on peut passer, parce qu'ils donnent les ATU, mais avec un nom. Et avec un nom de malade, tu ne peux pas avoir 36 000 ampoules. Ils ne donnent jamais pour un service. Mais ils donnent pour un laboratoire, c'est possible. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je laisse la. Sinon, on remercie beaucoup Myriam Ben Smlali, vraiment beaucoup. Merci bien. Bravo.